Je pense que tout le monde est désormais installé. Monsieur le professeur, chers collègues, je suis très honoré d'assurer la modération de votre conférence de clôture dans le cadre de ce colloque et je vous remercie pour votre participation au même titre que tous les intervenants du jour. Un certain nombre d'entre eux ont été contraints de nous quitter, mais qu'ils soient tous chaleureusement remerciés. Je dois aussi souligner votre obligeance constante tout au long de la préparation de ce colloque, votre accompagnement, là aussi mes plus vifs remerciements pour vos démarches. Alors c'est presque un affront de vous présenter devant cet auditoire. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait parmi nous le rôle fondamental que finalement vous tenez pour l'histoire, au sein de l'histoire, pour l'histoire de notre noble institution. Alors vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, et en plus de votre intérêt pour l'histoire de l'éducation, vous vous concentrez depuis un certain nombre d'années sur l'histoire de la gendarmerie. Et à ce titre, on en a eu la démonstration cet après-midi, vous avez encadré de nombreux masters et des thèses sur cet objet d'étude. Alors, votre communication est le fruit de ces longues années de recherche et ces multiples travaux réalisés sur l'histoire de la gendarmerie. Parmi vos différentes contributions, j'aimerais citer la direction du guide de recherche sur l'histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie publié en 2005, qui fait toujours autorité et qui reste l'élément premier lorsqu'on se lance sur une étude historique autour de la gendarmerie. Et plus récemment, vous avez dirigé une histoire des gendarmes, là aussi de la maréchaussée à nos jours. Alors l'an dernier, lors de notre colloque historique dédié aux différentes formes de garde, je vous faisais part de ce projet d'étude des combats et des batailles inscrites au drapeau de la gendarmerie et immédiatement, vous m'aviez fait part de votre souhait d'évoquer la question de la prévôté. C'est un sujet qui effectivement est à la croisée des différentes études que nous venons d'entendre et pour s'en convaincre, il suffit de se référer à la définition de ce terme. Je me suis reporté dans l'ouvrage Législation et administration militaire, publié en 1954 par le capitaine Lubrano Lavadera. Et il nous fournit une définition militaire donc de la prévôté. Je cite « Formation de gendarmerie placée sous le commandement d'un prévôt, chargé de la police d'une caserne ou d'une armée en campagne qui exerce en outre une juridiction sur les forces françaises en territoire étranger. » En ce sens, la prévôté, en plus du combat, nous donnent à voir l'essence de l'identité militaire de la gendarmerie nationale dont on parle depuis ce matin, à commencer par la première allocution de M. Lauger. Alors, il y a pratiquement un siècle, l'écrivain Roger Vercel nous engageait déjà à explorer ce thème en faisant dire à son personnage de roman, le capitaine Conan, « J'ai couru à la prévôté stimuler le zèle des gendarmes ». Alors c'est donc avec non moins de zèle, mais avec un capitaine bien plus modeste, que je vais vous céder la parole pour votre communication intitulée « La prévôté, mission militaire spécifique des gendarmes avant, pendant et après la bataille du XVIIIe siècle au XXe siècle ». Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Pourquoi s'intéresser à l'histoire de la prévôté ? D'abord parce que cette histoire constitue le premier gène de l'ancêtre de la gendarmerie, puisque, on le sait tous, c'est au XIVe siècle que le roi de France crée une juridiction dotée d'une troupe spéciale pour punir tous les militaires coupables d'exactions. Et ce corps tire son nom de ses chefs, les prévôts des maréchaux. À côté des missions civiles qui lui sont attribuées à partir du XVIe siècle, la maréchaussée va continuer à fournir des détachements prévôtaux à l'occasion, on peut dire, de chacune des guerres de l'Ancien Régime. La Révolution supprime la justice prévôtale au nom de la séparation des pouvoirs, mais elle conserve à l'héritière de la maréchaussée la police
et sous certaines conditions, la justice aux armées. La gendarmerie, explique la loi de 1798, doit fournir, je cite, « en temps de guerre, des détachements destinés au maintien de l'ordre et à la police dans les camps et les cantonnements ». La première raison donc de l'intérêt pour la prévôté, c'est qu'elle est en quelque sorte un peu à l'origine même de la mission policière et en partie judiciaire de la gendarmerie. Mais il y a une deuxième raison. Une deuxième raison qui invite à s'intéresser aux fonctions prévôtales et à ceux qui les assument, eh bien, c'est leur longue absence dans la mémoire officielle du corps, mais aussi dans la recherche. Alors, le silence académique est sans doute le plus facile à expliquer si l'on songe au très très long désintérêt des chercheurs, des historiens en tout cas, pour la maréchaussée et surtout pour la gendarmerie. Pourquoi s'intéresser aux missions militaires des gendarmes, et notamment à leurs missions prévôtales, quand on ne s'intéresse déjà pas à toutes leurs autres missions? On peut simplement s'étonner, et je le dis sans polémiquer, de la persistance de ce désintérêt et de ce silence. Le dernier ouvrage cité ici date de 2014, et on trouve quand même parmi les directeurs un professeur d'université et des conservateurs du SHD. Or, cet ouvrage réussit quand même la prouesse de ne pas dire un mot, non seulement des prévôtés, mais des gendarmes en général. Je me souviens d'ailleurs de ma surprise quand je suis aventuré dans l'histoire de la gendarmerie, il y a de ça une vingtaine d'années. Bon, à cette époque, l'histoire militaire était déjà engagée dans un véritable renouvellement. Elle s'intéressait autrement à la bataille, on l'a vu ce matin à travers les propos du professeur de Révillon, mais plus largement, elle élargissait ses regards à ce qui se passait avant la guerre, après la guerre, avant la bataille et après la bataille. Mais il y avait quand même un oubli quasi général, les prévôtés. Et c'est pourquoi, depuis maintenant 2000, je m'emploie à tirer de l'ombre l'histoire de ces gendarmes particuliers, grâce aux travaux que j'ai proposés pour des étudiants de master ou pour des doctorants au sein du chantier de la Sorbonne. Et si j'ai tenu à leur rendre hommage ici, c'est tout simplement parce que ce sont ces étudiants, ce sont ces doctorants, devenus maintenant docteurs, qui sont les vrais artisans de cette découverte. Les prévôtaux méritaient vraiment d'être étudiés. Et ils méritent toujours d'être étudiés là où ils ne sont pas connus. Pourquoi? Eh bien parce que, pour les historiens, ce sont des interlocuteurs de choix. Et doublement. Ils sont à la fois des acteurs du conflit, avant, pendant, après les opérations, j'essaierai de vous le montrer, mais en raison de leur fonction policière et judiciaire, ce sont également des témoins des comportements des autres soldats et des interactions entre les soldats et la population. Que font les prévôtaux que la gendarmerie envoie par roulement auprès des autres troupes lorsqu'une guerre éclate? Eh bien, dans un premier temps, ils prolongent dans la zone des armées la contribution des gendarmes territoriaux, la mobilisation, c'est-à-dire au rassemblement et au transfert des hommes, des matériels, des approvisionnements. Ensuite, ils font ce que savent faire les gendarmes, c'est-à-dire agir en militaire polyvalent. Un prévôtal, en 1940, explique avec un peu d'amertume quand même, nous autres, pour l'état-major, nous sommes bons à tout faire. Et c'est vrai que la polyvalence de la prévôté retient très vite l'attention du chercheur. Alors j'ai rassemblé en 5 terrains d'action la plupart des fonctions exercées par ces gendarmes particuliers, à un moment ou un autre, entre les guerres de la Révolution et les guerres de la décolonisation. 5 terrains d'action, donc une approche thématique. Je le dis tout de suite, mais peut-être certains d'entre vous y pensent, c'est une démarche contestable. C'est aussi une démarche acceptable et une démarche commode. C'est une démarche contestable car elle ne tient pas compte des contextes respectifs. Les guerres de la Révolution ne sont pas la guerre de Crimée, qui n'est pas elle-même la guerre d'Indochine. Elle ne tient pas compte de l'évolution des combats, des combattants, des prévôtaux eux-mêmes, mais elle est acceptable en raison de la permanence de certaines grandes fonctions de la prévôté
Et je dirais aussi elle est commode et même peut-être indispensable. J'utilise aussi dans mes cours, car c'est quand même le seul moyen pour essayer de vous présenter un tableau rapide du rôle de cette formation. Première fonction, surveiller les troupes et les civils, et dans la zone des armées et dans les territoires occupés. Une fonction qui se décline en plusieurs missions particulières. La prévôté, c'est l'une des 3 composantes du système de discipline des soldats avec l'organisation hiérarchique et la justice militaire. Bon, ce système est essentiel, hein, le règlement de 1933 le rappelle, la discipline fait la force principale des armées. Et on n'est pas surpris de voir que Napoléon le rappelle lui aussi bien avant, dans une lettre au maréchal Berthier, en expliquant, pour résumer un peu, ne dispersez pas vos gendarmes, 100, 200, 300 de plus, ça ne compte pas dans une troupe. En revanche, utilisez-les là où est vraiment leur mission, là où ils excellent, là où ils savent faire, c'est-à-dire pour faire la police des autres troupes. La fonction de surveillance qui est confiée aux prévôtés, elle est vaste, elle est très diversifiée. On pourrait dire que d'abord il s'agit de prévenir ce qu'un officier appelle pendant la guerre d'Espagne, alors celle du temps de Napoléon Ier, la licence du soldat. Cette licence, on l'a appréciée à l'occasion d'autres interventions. Ce matin, je pense par exemple au tableau des procès-verbaux concernant les infractions pendant la guerre de Crimée. Alors, les exemples abondent, hein, depuis les plus simples, la tenue non réglementaire, mais aussi l'absence illégale au corps, les déplacements non autorisés, y compris des officiers, les atteintes aux personnes, aux biens, alors d'autres soldats ou de civils, y compris les larcins sur les cadavres, et puis les trafics divers. On peut dire là que le champ d'action de la prévôté pour réprimer la délinquance des autres soldats est, comme je viens de vous dire, extrêmement multiple. Cette surveillance, elle s'exerce aussi à un autre niveau, encore plus déterminant en matière de bataille, eh bien c'est pendant la période de combat. Les prévôtaux doivent forcer l'obéissance des autres soldats. Forcer leur obéissance, c'est la consigne que donne le commandant d'une armée pendant la Grande Guerre, et plus exactement au tout début, lors de la première bataille de la Marne, en septembre 1914, alors que la situation risque de devenir critique pour les armées alliées, qui risquent d'être contournées par l'armée allemande. Cette expression « forcer leur obéissance », elle figure aussi en tête de l'ouvrage d'un de mes élèves qui a largement contribué, il n'est pas le seul, mais qui est celui grâce à qui on connaît vraiment bien les prévôtés pendant la Grande Guerre, Louis Panel, dont l'ouvrage donc s'appelle, et la thèse avant, « Forcer leur obéissance, la Grande Guerre des gendarmes ». Qu'est-ce que font les prévôtaux dans ce contexte? Eh bien, pour forcer l'obéissance de ceux qui doivent se battre et qui ne se battent pas, et qui reculent, eh bien, ils les refoulent vers le front. Le rôle des prévôtaux, vous voyez, ici, les inscrit parfaitement dans le vaste débat, on peut dire même la controverse, voire la polémique à propos du comportement des poilus entre l'école du consentement et puis l'école, au contraire, de la contrainte. Bon, polémique qui est en fait largement dépassée puisque c'est un peu un faux problème. Les poilus ont été à la fois convaincus et puis en même temps parfois contraints selon les époques, selon les contextes. Troisième mission, la gestion des prisonniers. À toutes les époques, hein, même pendant les guerres de la Révolution, du Premier Empire, les prévôtaux participent à la gestion des prisonniers. Fouilles, interrogatoires, transfert vers l'arrière, surveillance des dépôts. Bon, tâche qui peut paraître ingrate, tâche qui n'est pas glorieuse, mais tâche qui est fondamentale. C'est peut-être des dizaines de milliers de prisonniers de guerre qu'il faut gérer et qu'il faut évacuer vers l'arrière après les avoir éventuellement, je vous dis, interrogés. Enfin, les prévôtaux contribuent aussi au renseignement, à la lutte contre l'espionnage et à certaines périodes contre la propagande défaitiste. Cette dernière mission, lutte contre l'espionnage et la propagande défaitiste, se retrouve dans la police plus générale des civils que les prévôtaux assurent à 2 niveaux, auprès des civils dits à la suite des troupes et ceux des territoires occupés.
Ce sont les prévôtaux qui vont contrôler les papiers et les comportements de tous ces civils qui participent au fonctionnement et à l'approvisionnement d'une armée, alors domestiques, secrétaires, interprètes, cantiniers, blanchisseurs, prostituées même, parfois tolérés, parfois refoulés. Leur contrôle, par exemple, sur les commerçants est tout sauf négligeable, car c'est le moyen de s'assurer que ceux qui vendent des produits pour les soldats, eh bien, vendent de bons produits, n'abusent pas sur les prix et ne trichent pas non plus avec les matériels de pesage. Les prévôtaux sont aussi chargés d'assurer la sécurité dans les zones occupées, propices souvent à plusieurs trafics. C'est le cas, pour revenir à un exemple pris ce matin, lors de la guerre de Crimée, dans le vaste campement allié devant Sébastopol. Un zouave français, dans ses souvenirs, évoque le rôle des gendarmes, et plutôt leur présence dissuasive. Toute la canaille cosmopolite, écrit-il, tremble devant la buffleterie jaune, en évoquant l'uniforme des gendarmes. Les prévôtaux sont aussi chargés, c'est une deuxième grande mission, au-delà de la surveillance des troupes et des civils, ils sont chargés de garantir la sécurité des voies de communication et de la fluidité du trafic. C'est une mission essentielle. Là aussi, ce n'est pas une mission combattante, ce n'est pas une mission qui a passionné, je dirais, la mémoire militaire, ni l'opinion, ni même les historiens. Mais c'est une mission essentielle, et on le voit aussi bien à l'époque de Napoléon, avec une grande armée qui s'étire à travers l'Europe, ou lors de la Grande Guerre. On le voit en raison des changements dans les conditions techniques, des combats, les besoins de l'intendance. Bref, la rationalisation des trains régimentaires devient un objectif primordial. On peut même aller plus loin. La circulation, à certains moments, c'est le cas pendant la Grande Guerre, bataille de Verdun, la circulation devient véritablement une obsession. Sur la voie sacrée, c'est un véhicule toutes les 14 secondes. Et on comprend que le général Fayolle, qui est un des commandants des armées engagées dans la Grande Guerre, explique que la circulation, c'est la partie vitale des armées. Et pourtant, eh bien, ce rôle des prévôtaux est négligé, comme d'ailleurs l'a été pendant longtemps l'histoire du service automobile des armées, qui a été fait par un officier que certains d'entre vous connaissent peut-être, maintenant je crois qu'il est colonel, Porte. Et avant sa thèse, on ignorait l'importance effectivement de ce service qui n'est pas un service combattant. Je vous ai mis deux illustrations rapides de ces embouteillages donc, pendant la Grande Guerre et qui obligent justement à gérer cette circulation, régler la vitesse, rejeter sur les bas-côtés très rapidement tout véhicule en panne, l'objectif étant d'assurer en permanence un bon flux du trafic. Les prévôtaux sont également des instruments de la loi et des auxiliaires de la justice aux armées. En plus des missions de police judiciaire habituelles, ils assurent la justice prévôtale. Alors la justice prévôtale, qui est conservée uniquement dans le cadre des armées, c'est une juridiction d'exception. C'est pourquoi d'ailleurs les révolutionnaires l'ont abolie, et aussi pour éviter, je vous l'ai dit, la confusion entre les pouvoirs. C'est une juridiction d'exception et elle vient essentiellement en aide aux conseils de guerre qui ne peuvent pas faire face à l'ensemble des affaires, notamment aux affaires mineures. On peut dire que la justice prévôtale sert de soupape de délestage pour certaines affaires mineures. Au XIXe siècle, la réglementation est très claire. Le tribunal prévôtal va juger les infractions commises par les soldats, les sous-officiers, les civils et les prisonniers de guerre non officiers, sanctionnés par des amendes modiques ou par des peines de prison de moins de 6 mois. Ce que l'on comprend évidemment, c'est que toutes les infractions graves, délits, crimes, relèvent du Conseil de guerre. Mais la prévôté n'organise pas simplement des tribunaux prévôtaux, elle est aussi un vivier pour les autres tribunaux militaires, notamment les commissions militaires sous le Premier Empire ou les conseils de guerre. Pourquoi ? Eh bien parce que les prévôtaux, plus exactement les prévôts, les officiers, sont des officiers de police judiciaire. Ils sont familiarisés avec le droit, avec l'enquête. Donc ils vont fournir au conseil de guerre des magistrats, des rapporteurs, des jurés, parfois même des avocats.
Un autre dispositif important du système disciplinaire, c'est la prison prévôtale. La prison prévôtale, j'ai indiqué dans le titre que vous avez vu tout à l'heure qu'elle était oubliée de l'histoire, entre guillemets. J'emprunte cette formule à deux de mes élèves, Louis Panel, dont je vous ai parlé, et Assis Zaït, qui a fait une thèse, malheureusement non publiée, sur la prévôté pendant la campagne de 1939-1940. Et c'est vrai qu'avant leurs travaux, et heureusement celui de Panel est publié, il a aussi publié de nombreux articles, c'est un sujet qui n'était pas connu, et surtout pas dans la mémoire officielle de l'arme. Ces prisons sont installées à tous les niveaux de la division à l'armée. Elles accueillent les justiciables de tous les tribunaux en attente du procès, ou bien s'ils doivent purger leur peine. Je dis bien de tous les tribunaux. Elles accueillent des justiciables civils, militaires évidemment, civils, des hommes et des femmes, puisqu'il y a des civils, français ou étrangers, et je vous l'ai dit donc, les condamnés à de courtes peines. Pendant la Grande Guerre, la gendarmerie gère 150 prisons prévôtales qui enregistrent 150 000 justiciables. Ces prisons sont établies aux arts des cantonnements, un peu partout, dans des caves, dans des étables, dans des églises, dans des écoles, ce qui explique évidemment la facilité des évasions. C'est, écrit un prévôt en 1940, c'est le cauchemar des officiers et des gendarmes. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces établissements de fortune, la surveillance est difficile. Les évasions, elles, sont faciles. Et ces évasions sont un motif important des punitions infligées aux prévôtaux. Les causes d'emprisonnement à la prison prévôtale de Naples, au moment de la campagne d'Italie, éclairent l'éventail des infractions commises par certains soldats. Ici, vous le voyez, l'infraction majoritaire, c'est la désertion, près de 4 sur 10, suivi du viol et, à un niveau un petit peu moindre, des vols ou tentatives de vol. Une précision ajoutée sur le registre, au niveau des commentaires, et qui est valable pour presque toutes les campagnes, l'alcoolisme contribue largement à certaines infractions, que ce soit au niveau des rixes, des homicides ou des viols. La quatrième grande fonction que j'ai distinguée ici, c'est la protection des habitants. Alors, à dire vrai, cette fonction était déjà intégrée dans la protection que j'ai évoquée des personnes et des biens. Mais j'y reviens, et plus exactement, je lui accorde une place autonome en raison de son importance dans la stratégie d'occupation durable d'un territoire étranger ou de défense de la présence française sur ce même territoire. Alors je précise tout de suite que l'historien n'a pas du tout à se prononcer ici sur la légitimité ou non de cette occupation ou de cette présence française. Ce qu'il peut faire en revanche, ce qu'il doit faire, c'est analyser le rôle attribué aux prévôtaux par des officiers de la ligne ou par l'état-major, ou qu'ils revendiquent eux-mêmes. J'ai mentionné, vous le voyez, une esquisse de la doctrine « gagner les cœurs et les esprits », dont je sais bien qu'elle est postérieure, enfin, en partie, puisque Lyautey, à sa manière, l'avait déjà un peu théorisée et mise en œuvre. Et j'ai fait donc cette hypothèse, car pour les promoteurs de cette mission, l'objectif est bien de détacher les autochtones, les habitants du territoire occupé, des opposants à la présence française, et cela, comme vous le voyez à travers ces citations, par 3 moyens. Une conduite exemplaire des troupes, des mesures de protection, et enfin, l'identification et la condamnation des coupables. Il y a une 5e fonction des prévôts que je tiens à souligner, même si elle est, je dirais, occasionnelle, parce qu'elle est significative. C'est leur participation épisodique au combat, donc en fonction des circonstances, dans 2 principaux contextes. D'abord, le repli et la désorganisation des troupes. Ce sont les prévôtaux qui vont rassembler, encadrer des soldats privés de chef. Ce sont des prévôtaux qui vont fournir des renforts qui vont tenir par exemple les points sensibles, des carrefours, des ponts.
pour protéger la retraite des troupes. C'est ce qui se produit dans plusieurs contextes. Le repli de la Grande Armée en France en 1814, ou bien pendant la guerre de mouvement, au début de la Grande Guerre, où des régiments, effectivement, se trouvent dans de grandes désorganisations, disséminés et parfois séparés de leur chef. Le deuxième contexte, où l'on voit des prévôtaux endosser vraiment le rôle du combattant, c'est le début de l'expansion coloniale. Car le corps expéditionnaire, qui n'est jamais très très nombreux, le cas de l'Algérie est un peu particulier, et encore, a besoin de mobiliser toutes ses forces, prévôtaux compris. Et les prévôtaux ici, certes, sont les policiers militaires des autres soldats, mais ils participent aussi au combat. Le dernier terrain de l'action des prévôtaux que je vais évoquer concerne le difficile retour à la paix. Ce que les problématiques de l'historiographie appellent les sorties de guerre, un terrain d'étude qui n'existait pas, par exemple, lorsque j'étais étudiant. De toute façon, quand j'étais étudiant, on ne parlait pas non plus ni de l'histoire des gendarmes, ni de l'histoire de la police, ce qui aurait semblé, politiquement, extrêmement incorrect. Or, comme on ne nous parlait pas non plus de l'histoire des forces de l'ordre, ni même beaucoup d'histoire militaire, on ne pouvait pas s'intéresser à l'histoire des forces de l'ordre dans le cadre de l'histoire militaire, notamment dans l'histoire de la sortie de guerre. L'histoire des sorties de guerre s'inscrit dans ce renouvellement de l'histoire militaire que j'évoquais tout à l'heure et qui intéresse l'histoire des gendarmes, car les départementaux aussi à leur niveau, mais ce n'est pas eux qui sont à l'honneur dans cette journée d'études, mais également les prévôtaux, y jouent vraiment un rôle. Je vais prendre ici l'exemple de la guerre de 1914, car l'un de mes étudiants a étudié justement le rôle des gendarmes territoriaux et prévôtaux dans le cadre de la sortie de guerre. Car la guerre ne s'arrête pas militairement le 11 novembre 1918. Après l'armistice, qui ne vaut pas d'ailleurs sur tous les fronts, regardez le front d'Orient, les autorités doivent simultanément organiser la démobilisation, mais aussi garantir une capacité de réaction durant la période de négociation. Donc il faut bien garder en même temps un peu une partie de l'armée sur un pied de guerre. En tout cas, il faut qu'elle soit réactive en cas de besoin. Et pour les prévôtaux, le travail continue. C'est ce que leur rappelle le commandant de la mission militaire française auprès de l'armée britannique, dont j'ai mis ici la consigne qu'il précise d'ailleurs en disant que non seulement votre tâche n'est pas achevée, ce que j'ai indiqué, mais il ajoute, elle devient peut-être plus absorbante encore. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vont faire les prévôtaux alors que la France, et puis aussi quand même les soldats, fêtent l'arrêt des hostilités, fêtent l'armistice? Eh bien, ils interviennent à plusieurs niveaux. Le retour progressif des hommes, y compris des prisonniers rapatriés, alors sur fond de chaos ferroviaire, de défoulement alcoolisé des soldats, le maintien de la discipline parmi des soldats qui sont exténués, impatients de rentrer, nombreuses tâches, répression de l'insubordination, traque des déserteurs qui partent plus tôt qu'il le faudrait, gestion des prisons prévôtales, encore elle. Troisième fonction, rassembler, surveiller tous les matériels, tous les animaux qui appartiennent aux armées, mais qui ont été disséminés ou abandonnés. Quatrième fonction, contribuer avec les brigades territoriales qui se reconstituent à maintenir l'ordre dans des territoires dévastés ou récupérés. Là aussi, les missions abondent. Contrôler les déplacements des civils, lutter contre les vols, le trafic, le marché noir provoqué par la pénurie. La sortie de guerre se déroule aussi à l'extérieur du territoire, tout simplement parce que là où l'armée va, la prévôté suit. La prévôté de l'armée du Rhin va sortir de ses missions habituelles pour participer à l'administration de la zone occupée, mais aussi à la gestion des grèves et des manifestations anti-françaises, et encore à l'organisation d'une gendarmerie locale dans la Sarre. On va retrouver la même expansion des fonctions prévôtales dans l'Empire ottoman, pour la prévôté française de l'armée du Levant et pour la prévôté des troupes françaises en Cilicie,
qui ont été organisées l'une et l'autre en 1918 et 1919. Ces deux unités contribuent à l'administration du territoire, au désarmement des civils, et elles se battent aux côtés des troupes contre les nationalistes arabes ou turcs, et elles créent, puis encadrent, les gendarmeries locales. On peut penser que ce tableau, même resserré, est sinon exhaustif, du moins presque complet. Disons qu'il passe en revue les grandes fonctions des prévôtés. On peut donc penser que nous avons rencontré les prévôtaux, avant, pendant et après la guerre. En fait, non. Nous avons surtout rencontré les missions assumées par les prévôtaux. Or, en rester là, c'est un peu oublier les leçons des maîtres à penser de l'école historique française au XXe siècle. Quels sont les seuls objets de l'histoire ? Demandait Lucien Febvre, avec une réponse : les hommes. Et Marc Bloch de renchérir : derrière les institutions, ce sont les hommes que l'historien veut saisir. Bon, aujourd'hui, bien sûr, et heureusement, on dirait les hommes et les femmes. Mais à cette époque, on utilisait le concept d'homme dans son sens générique. Autrement dit, nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin. Nous ne savons pas tout, nous n'avons pas tout entrevu. Alors il faut encore essayer, puisque j'ai encore un petit peu de temps, eh bien, de saisir, nous aussi, le prévôtal, c'est-à-dire de le tirer de l'ombre de la prévôté. Plusieurs figures surgissent des sources, de la bibliographie, et parfois, car rien n'est simple, chez le même individu, selon la période, selon les contextes, selon sa fatigue, selon la manière dont il supporte ou ne supporte absolument plus ses missions et le contexte de guerre dans lequel il est placé. Essayons quand même de partir à la rencontre des prévôtaux. Je dois dire que j'aurais presque aimé limiter la conférence à ce sujet parce qu'il correspond plus à ma sensibilité d'historien. Aussi parce que j'aurais eu l'impression peut-être de moins répéter ce que j'ai pu dire dans un autre cadre. Mais en même temps, ce n'est pas le sujet le plus facile à traiter. Il aurait sans doute fallu que je reprenne l'ensemble des travaux de mes élèves. Bon, il y en a plus de 25. Disons que c'est un coup d'œil auquel je me suis risqué pour vous, avec vous, dont j'ai conscience qu'il est quand même imparfait. N'y voyez pas de la fausse modestie, y compris dans ses formules. Comment faire pour essayer de caractériser des comportements dont on sent, dont on a l'impression qu'ils correspondent vraiment à une réalité, et en même temps, sans s'ériger en juge. Bon, l'historien peut parfois choquer alors qu'il ne fait jamais que rappeler des faits. Et signaler que des faits sont répréhensibles ne veut pas dire que l'historien se transforme en juge. Il fait simplement que constater et puis il essaie d'analyser. Alors certains prévôtaux sont effectivement ce que j'ai appelé des censeurs et intransigeants. Si l'on raisonne sur le cas de la Grande Guerre, dont vous avez compris, il est très bien connu, même si ce n'est pas le seul, mais on retrouve des censeurs intransigeants aussi dans d'autres prévôtaux du XIXe. Donc plus exactement, si on raisonne pour tout le XIXe, ces censeurs intransigeants, eh bien, ils mettent en œuvre dans leur métier de prévôtal un modèle gendarmique classique, qu'un de mes élèves a appelé le modèle prétorien. Un modèle gendarmique classique, bon, qui est fondé sur une certaine méfiance hautaine, il faut le dire le mot, méprisante même, du gendarme pour ses administrés. Le gendarme qui est muré de son esprit de corps, muré dans sa caserne et qui crée une distance avec la population qu'il contrôle. Qui est fondé aussi sur une application rigoureuse, stricte de la loi des règlements. Ce modèle, il prospère au XIXe et il commence à reculer à la fin du XIXe siècle à l'occasion de ce qu'on appelle le tournant républicain de la gendarmerie. C'est une autre histoire et je ne m'y aventure pas. Il n'empêche, pendant la guerre de Crimée, pendant la guerre de 70, pendant la Grande Guerre, on trouve ces prévôtaux extrêmement stricts qui font du zèle et qui, dans des cas extrêmes, c'est pourquoi d'ailleurs Céline, soldat en 1914, va parler des gorilles gendarmes, dans des cas extrêmes, peuvent procéder à des exécutions sommaires. À côté de ces censeurs intransigeants,
j'entrevois ce que j'ai appelé le soldat de la loi, fier de sa mission. Ici, le prévôtal, ce qu'il affiche, ce n'est pas sa rigueur, enfin du moins sa rigueur excessive. C'est plutôt la haute idée qu'il se fait de sa mission. Et je dois dire que ce témoignage d'un zouave, c'est le même que nous avons laissé et qui revient avec nous avec un autre récit, est intéressant car qu'est-ce que l'on retient en le lisant? Qu'est-ce que l'on entrevoit chez ce prévôtal de la guerre de Crimée? Eh bien, la conscience de son devoir, c'est-à-dire la volonté, dans un contexte difficile, la guerre s'éternise, l'épidémie de choléra, découragement des troupes, conditions sanitaires épouvantables, eh bien dans un contexte difficile, de faire honneur malgré tout, mais à tout, à sa tenue, de persévérer dans sa mission, bref, d'être à la hauteur de la fonction qu'il incarne et donc du corps qui lui a attribué cette fonction. Les prévôtums sont aussi apparus comme des gendarmes en quête de sociabilité. Mais qui fréquenter quand on est prévôtal dans une armée? La troupe, c'est quand même pas facile quand on est celui qui la surveille. Les sous-officiers, certains prennent les gendarmes de haut. Alors il reste bien sûr l'entre-soi, avec les camarades, les compagnons de travail, les commensaux de la popote. Ils ne sont pas très nombreux, on les voit toujours. Eh bien au-delà, on peut fréquenter certains détenus de la prison prévôtale, du moins ceux qui sont condamnés pour des fautes sans gravité. Ils vivent à côté des gardiens, parfois même, ils leur servent de domestiques, ils préparent les repas. Et des liens se nouent dans des installations de fortune qui sont propices à la promiscuité. Pour tuer le temps, on fume, on joue aux cartes, on évoque avec nostalgie le pays, la femme, l'épouse. Est-ce qu'on a l'impression sur cette photo de voir des gendarmes et des geôliers? Pardon, des geôliers et des prisonniers. D'ailleurs, l'autorité militaire l'a compris et elle proteste. Elle reproche à certains gendarmes, je cite, de pratiquer avec les prisonniers une familiarité ridicule et de mauvais aloi. Si les prévôtaux recherchent un peu de chaleur humaine, ils ne sont pas les seuls, hein, les combattants aussi, eh bien c'est parce que leur tâche, leur quotidien, peut les éprouver, peut leur peser. La fréquence de leur suicide est sans doute difficile à expliquer, je ne m'y risquerai pas, Louis Panel non plus d'ailleurs, c'est à lui que j'emprunte la donnée. Il constate simplement que le taux de suicide pendant la Grande Guerre chez les prévôtaux est plus du double que parmi les troupes. Quelques-uns parmi ces prévôtaux, ceux qui vont faire l'orientation des convois sous les bombardements, assument des missions vraiment dangereuses. Le tiers des prévôtaux tués pendant la Grande Guerre le sont en exerçant cette mission. D'autres missions vont être très longues, répétitives, fatigantes. Les prévôtaux, comme les combattants, jusqu'au changement apporté notamment par Pétain, souffrent du manque de permission. Surtout, même si cela peut vous surprendre, l'ennui n'est pas absent d'un siège ou de certaines phases de la guerre de position. Or, les gendarmes restent des hommes comme les autres. Et pour l'historien, des hommes qui sont imparfaits. Malgré leur acculturation par les valeurs de la gendarmerie qui, incontestablement, leur donnent un sens du devoir, de l'honneur, de l'effort, supérieur à la moyenne. Mais ils restent des hommes, et je me répète, des hommes imparfaits. Alors, eh bien, ces prévôtaux qui supportent mal leur quotidien, à un moment, bien sûr, c'est s'échapper dans leur tête, dans leur intimité, s'échapper du règlement, s'échapper du travail, bref, s'échapper d'une réalité éprouvante, d'une réalité qu'ils supportent moins et que parfois ils ne supportent plus du tout. Alors que font-ils? Eh bien, vous le devinez ici, hein. Ils prennent de la distance, qui est une manière de se libérer. Ils négligent leur tenue. Pendant le service, ils lisent le journal, ils écrivent, ils tirent des photos, ce qui est rigoureusement interdit. Ils reçoivent une femme,
parfois la leur, plus souvent une autre. Ils n'obéissent pas aux règlements qu'ils doivent faire appliquer. Alors écoutez, pour l'historien que je suis, qui n'en est pas, vous le voyez bien, à ses premiers travaux, le constater ne me gêne pas, car ce constat ne s'inscrit pas dans une vision critique, péjorative de ces prévôtaux. Je dirais même plus, savoir que des hommes ou des femmes qui font des missions difficiles et qui globalement quand même les assument, savoir qu'ils ont leur faiblesse d'être humain, c'est quelque part plutôt encourageant, car quelque part ça incite aussi à essayer de gérer, de surmonter ses propres faiblesses. D'autres prévôtaux, qui ne négligent pas forcément leurs devoirs, m'apparaissent comme des êtres, je dirais, sensibles. Je n'ai pas trouvé de meilleure formule, j'ai beaucoup cherché. En tout cas, des êtres qui sont confrontés à des émotions qu'ils reconnaissent et que sans doute ils ne maîtrisent pas autant qu'ils voudraient bien le dire. C'est vrai qu'on voit des prévôtaux, j'ai fait peut-être allusion à propos de la familiarité avec les prisonniers, mais on voit des prévôtaux qui se montrent compréhensifs à l'égard moins des petites fautes commises par les soldats, parce qu'ils voient bien quel est le contexte dans lequel vivent, souffrent, meurent, se battent les soldats. On pense à la Grande Guerre, oui, mais on pense à d'autres guerres. J'ai évoqué tout à l'heure celle de la guerre de Crimée. Et ils sont d'autant plus sensibles à ces souffrances, à la difficulté, donc aux fautes commises, qu'ils sont également bouleversés à l'image de ce capitaine Allard qui est prévôt pendant la Grande Guerre de 1814 à 1918 et qui exprime, qui reconnaît dans son journal, évidemment, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un journal de marche et d'opération, dans son journal personnel, qui exprime à quel point il vit mal, il supporte mal, il ne supporte même plus du tout ce qu'il appelle la détresse des troupes et des civils. Ce qui est intéressant dans ce témoignage aussi, on le voit au moins 2 reprises. Non, pardon, là il y a une petite totale erreur. Ah, le mystère des montages, même terminé tard le soir. Pouvez-vous... Normalement, le journal du... Ah, alors espérons qu'il est après. Voilà, bien. Écoutez, je suis désolé pour cette erreur dans l'image et dans le son. Voilà donc ce journal du capitaine Allard, dans lequel il exprime ce qu'il ressent devant la détresse, je vous l'ai dit, des civils et des troupes. Mais, ce qui est intéressant aussi, regardez la 2e citation, la 3e, il n'en peut plus. Je dors debout, dit-il. Et c'est quelque chose qui revient constamment. Ce n'est pas un combattant. Est-ce à dire qu'il ne fait rien? Non. Il est sur le terrain, il est harassé. Et à plusieurs reprises, il va d'ailleurs plusieurs fois avoir des arrêts pour problèmes de santé. C'est un peu une constance dans son témoignage. Je n'en peux plus physiquement. Je dors à côté d'un arbre. Le dernier trait, sans doute le plus fréquent chez les prévôtaux, alors qui correspond à l'image qu'on leur renvoie, mais qui correspond aussi à ce qu'ils ressentent, ce sont des militaires controversés et amers. Controversés et aussi meurtris par les agressions multiples, verbales, symboliques, physiques, injures, refus de saluer, aiguillette arrachée, lame d'épée brisée, bousculade. Bon. Parfois, on a des prévôtaux qui sont littéralement rossés. Avec en toile de fond, les moqueries. Pendant la Grande Guerre, les moqueries des poilus. Le front commence au dernier gendarme, dit-on célèbre dans les tranchées. Les moqueries des écrivains. Je vais parler des injures diverses, des consignes. Regardez, pendant la guerre d'Indochine, embêtez ce petit merdeux. Ce petit merdeux, c'est un prévôtal qui fait son travail, qui enquête dans un poste. Et ces moqueries qui sont véhiculées, notamment par les journaux des tranchées. Car ici, c'est intéressant, la censure laisse faire. Railler le Pandore aux armées sert de soupape de sécurité.
Alors, plusieurs causes à cette détestation de la force publique, hein, la nature largement répressive de ses missions, l'incapacité des soldats à entrevoir la globalité de son service, et puis la position du gendarme, hein, transposée en figure de planqué et de profiteur. Alors à ce malaise s'ajoute, notamment pour les prévôtaux de la Grande Guerre, le fait que 85% d'entre eux ne recevront pas la carte du combattant et les avantages associés, puisqu'ils n'ont pas été blessés. Je conclus par 3 remarques. L'histoire récente de la force publique aux armées est une histoire féconde. Je pense vous en avoir convaincu. Elle permet d'observer sous un angle original le fonctionnement de l'armée, le déroulement des opérations, mais aussi le vécu des combattants, leurs dérapages, leurs infractions et leurs interactions avec la population. Mais alors, vous comprenez aussi pourquoi elle a été oubliée longtemps dans la mémoire nationale et dans celle de l'arme. Le pays préfère exalter le courage, la souffrance de ses soldats, courage, souffrance réelle, et la gendarmerie qui est confrontée aux appréciations dépréciatives des autres troupes, préfère mettre en avant sa geste combattante. Je me suis vraiment intéressé à l'émergence des prévôtaux dans la mémoire officielle, dans l'égo-histoire. On peut le trouver. C'est vrai que la gendarmerie reconnaît parfois les prévôtaux et leurs missions, mais qu'est-ce qu'elle valorise? Les missions de contre-espionnage et de renseignement. Je ne parle pas des travaux récents, je parle depuis une trentaine, une vingtaine d'années. Or, ces missions de contre-espionnage et de renseignement, elles sont très réduites, très réduites, mais elles sont consensuelles et elles sont bien plus flatteuses que mettre sur la scène le rôle des prévôtaux, rappeler à l'ordre, arrêter et détenir des soldats délinquants. Deuxième remarque, l'action des prévôtaux, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, même si c'est un autre sujet, les contributions des gendarmes territoriaux à la défense permettent d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire militaire. Alors, à condition de pratiquer une histoire militaire élargie, comme le voulait un grand promoteur de ce champ, le professeur André Martel, qui en 1996 expliquait qu'il fallait étendre l'histoire militaire, je le cite, à tous ceux qui préparent le combat et concourent au combat. Alors on pourrait ajouter aujourd'hui, parce que l'historiographie a progressé, je vous l'ai dit, et à tous ceux qui suivent la fin du combat, la sortie de guerre. Enfin, dernière remarque, et je terminerai ainsi ma conclusion, cette dilatation de l'histoire militaire des gendarmes auprès des armées et à l'intérieur fait encore plus. Elle élargit la base de la militarité institutionnelle et fonctionnelle de la gendarmerie. Mais c'est une militarité qui n'est plus appréciée à l'aune du seul critère traditionnel résumé par la célèbre formule du colonel Dupic en 1880, mais qui imprègne largement la mentalité, je trouve, du monde militaire, le combat est le but final des armées. Le SAM civil que je suis ne vous dit pas que le combat n'a pas un rôle essentiel, mais l'historien que je suis constate que pour la gendarmerie, ce critère est totalement disqualifiant. Or, ce critère est omniprésent dans les jugements dépréciatifs. Le commandant Benvent nous a parlé de la guerre de 70. Qu'est-ce que déclare un officier de ligne après qui va devenir ministre de la Défense? Les gendarmes sont des non-valeurs. C'est oublier quand même une partie de leur contribution. Et surtout, ce critère n'est pas opérationnel. Tout simplement parce que j'estime que le raisonnement se trompe d'objet dans la mesure où la gendarmerie, ça a été dit ce matin par mon collègue le professeur Drévillon, n'a jamais été réglementairement créée pour être alignée sur les champs de bataille. Les faits d'armes des unités combattantes, intermittentes et des autres gendarmes ne sont pas du tout contestables. Et ils méritent d'être mieux étudiés et d'être mieux connus. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit aujourd'hui. Je pense que nous avons tous conscience, avec certaines mises à jour très salutaires sur plusieurs batailles. Et comme professeur d'université, je ne peux que m'en réjouir. J'ai toujours dit que l'université, le monde académique, ne rendra service à la gendarmerie en s'intéressant à elle et à ses hommes que si elle traite la gendarmerie, les gendarmes, comme ils le méritent. C'est-à-dire comme des objets d'histoire comme les autres.
Si c'est pour faire de la géographie, nous perdons notre temps et quelque part, nous trahissons la confiance de celles et ceux dans l'institution qui nous demandent de travailler sur eux. Donc il était important que parmi les communications, eh bien, des choses neuves aient pu être dites. Cela grâce évidemment à la Norgende et à toutes celles et à ceux qu'elle a su mobiliser autour de ce projet. Mais si tous ces faits d'armes incontestables participent à l'identité militaire du corps, je pense qu'il ne la résume pas. Il ne la résume pas car, comme l'a rappelé ce matin le professeur d'Hervillon, la gendarmerie agit dans le cadre de ce qu'il a appelé la dimension systémique de la guerre. Or, ce corps assume depuis 2 siècles, au cours de l'ensemble des guerres, donc des batailles, mais aussi pendant les périodes de paix, de nombreuses missions de police militaire générale, de police militaire judiciaire, ainsi que d'autres responsabilités dans la défense et dans la projection des forces. Et ce large éventail des missions militaires de la gendarmerie constitue un authentique objet d'histoire, et d'une histoire qui mérite, elle aussi, d'être mieux étudiée et plus connue, y compris, excusez-moi décidément, voilà, mieux étudiée et mieux connue, y compris pour essayer de comprendre ce qu'ont été ces prévôtaux, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont pu ressentir aussi parfois, en comprenant, du moins à leur époque, que ce qu'ils ont fait n'était pas vraiment reconnu. Merci de votre attention.